Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens, car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, ex-pilote de ligne, aujourd'hui naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle, grâce à ce podcast, mais également en consultation individuelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine du podcaston, je vous emmène dans la région de Vannes à la rencontre de deux femmes œuvrant pour le bien commun et la santé du vivant. Il s'agit de Lydie Tamarel de l'association Incroyable Comestible et de Marie-Aude Langaigne de la ferme de Dolan. Avec Lydie et Marie-Aude, on s'ancre dans son territoire, on met les mains dans la terre et on parle de comment concrètement faire en sorte que notre nourriture soit produite par tout un chacun, localement, un peu partout, sans forcément attendre que des industries nous nourrissent. Ce sont notamment les concepts de potager citoyen et de ville nourricière qui avaient été documentés il y a 10 ans déjà par Cyril Dion dans son film Demain. J'espère que cet épisode vous donnera envie de cultiver votre jardin si vous en avez un, et peut-être même de soutenir ou de vous impliquer dans ces associations. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lydie. Bonjour. Bienvenue sur le podcast La Santé par Nature. Est-ce que tu aurais envie de te présenter succinctement pour que les auditeurs et auditrices comprennent un peu ton parcours, et est-ce que tu voudrais nous présenter l'association Incroyable Comestible dont tu fais partie ? Je suis Lydie Tamarel, j'habite à Arzon, donc dans le Morbihan. Et donc mon parcours, j'ai un parcours qui est que mes parents, enfin je pense de par mes parents, ma maman était médecin, mon papa prof de biologie, et donc naturellement dans mon ADN, je pense que et après je fais partie d'une famille nombreuse, on est 7 enfants, donc naturellement dans mon ADN, je pense que j'avais les principes de la permaculture qui étaient un peu ancrés en moi. Bon, ça, je l'ai découvert que plus tard, parce que donc la permaculture, c'est quoi? C'est prendre soin des humains, des vivants, prendre soin de la nature, de voilà ce qui nous entoure, en tout cas ce qui nous permet de respirer, de boire de l'eau qui est saine, de manger en suffisance et de façon saine également. Et donc, du coup, tout ça, bah, effectivement, et partager les ressources équitablement, ça, c'est un des troisièmes volets de la permaculture. Je pense que naturellement, ça, je l'avais déjà comme un socle avec, voilà, ce début de ma vie. Et puis après, bah, et moi, j'ai étudié dans le domaine du commerce. Et en parallèle de ça, j'ai appris l'entrepreneuriat. Enfin, j'ai été au Mexique pendant 3 ans. Là-bas, j'ai appris beaucoup de choses autour du buen vivir, des principes, en fait, du vivre ensemble. Et aussi avec une ouverture sur l'observation de la nature et de ce qui se passe autour de moi, qui était assez forte, en plus de mes études dans le commerce. Et donc voilà, j'ai pris le virus de l'entrepreneuriat là-bas, puisque du coup, assez rapide, enfin, là-bas, c'est un peu naturel, après les études, on entreprend. Et du coup, quand je suis revenue en France, j'ai commencé à accompagner des entreprises dans leur développement, plutôt des petites entreprises. Et puis à côté, bah, je sentais que moi aussi, j'avais envie d'entreprendre. Et donc du coup, bah, j'ai trouvé d'une façon ou d'une autre cette possibilité d'entreprendre au travers de mes engagements associatifs où je pouvais mettre mes compétences de gestion, voilà, de structuration de petites structures associatives, dans un domaine qui m'a passionnée, c'est-à-dire, pour commencer, il y a une quinzaine d'années, dans le développement de jardins partagés et le développement de liens sociaux autour de ces outils de sensibilisation et de pédagogie. Voilà, donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années, quand je suis rentrée en France, après le Mexique. Et, euh, et puis bah, c'est là que j'ai pu voir que c'était vraiment passionnant, on va dire finalement les jardins, c'est un endroit où il y a beaucoup de mixité. Il y a des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de croiser autrement. Il y a des transmissions de savoir, il y a de la convivialité, il y a vraiment tout, voilà, une espèce d'alchimie qui se crée autour de cet outil. Et c'est vrai que je me suis beaucoup passionnée à m'investir dans cette association. À l'époque, c'était J'aime le vert, ça s'appelait. Enfin, ça s'appelle toujours. Mais du coup, là, maintenant, j'en fais plus partie. Mhm. Et puis, au bout de 8 ans à peu près, donc j'étais présidente de l'association. Ça faisait un moment
que j'avais envie de changer un peu de gouvernance parce que j'avais envie que les personnes puissent aussi s'essayer à ce rôle. Et puis finalement, ça a mis quasiment 4 ans avant qu'on passe d'une gouvernance horizontale avec président, secrétaire, trésorier à une gouvernance collégiale, un petit peu plus horizontale. Et à ce moment-là, c'était le moment pour moi de m'éclipser, de sortir de l'association parce que j'étais une figure trop importante pour pouvoir laisser cette place à l'horizontalité. Voilà, ça reposait encore beaucoup sur moi et de réussir effectivement ce changement. Donc, je suis contente qu'aujourd'hui l'association elle perdure dans ce modèle-là. Et à la place de ça, du coup, moi, j'ai eu envie d'apporter toute cette expérience que j'avais pu avoir avec la gestion de l'association dans le domaine de l'agriculture urbaine au niveau national avec Incroyable Comestible France. Voilà, et c'est comme ça que j'ai rejoint ce grand réseau qui a vocation à mettre en lien différentes initiatives autour de l'agriculture urbaine, des jardins partagés, de planter partout où c'est possible. D'accord. Donc ça, c'est Incroyable Comestible France. Et puis Mhm. après, il y a des déclinaisons locales. Donc quand moi, j'ai eu à migrer, on va dire, vers la Bretagne, c'est un choix, hein, mais en tout cas, on a créé une ferme collective en Morbihan, ça s'appelle la ferme de Karinga. Et du coup, j'ai eu envie d'expérimenter, on va dire, tous ces principes-là, mais à un niveau différent, c'est-à-dire au niveau d'une ferme, avec un peu plus d'espace que quand on est dans des milieux contraints urbains. Et puis avec d'autres dynamiques, d'autres liens avec d'autres associations, avec le territoire. Donc voilà, c'est là que du coup, j'ai repris l'association Incroyable Comestible Pays de Vannes, où je suis coprésidente avec d'autres. Et puis qu'on a commencé effectivement à voir comment on pouvait travailler en synergie entre différentes initiatives qui étaient un peu porteurs de ces valeurs. Ok, génial. Et alors, le mouvement a pris de l'ampleur, notamment grâce au film de Cyril Dion, Demain, je crois. Oui. Est-ce que c'est uniquement ce film qui a permis de le faire connaître ou est-ce qu'il y a eu d'autres actions? Je ne sais pas, parce qu'en réalité, d'une certaine façon, le mouvement, on a eu d'actions en réalité pour ça. Alors, il y a eu pendant longtemps des salariés, etc., donc qui, voilà, faisaient un travail important. Mais en fait, c'est un mouvement qui est très organique. Donc, en fait, il n'y a pas d'envie de se développer. Il se développe naturellement, sans qu'on ait le souhait de le développer. C'est-à-dire que la méthode est relativement simple pour pouvoir se l'approprier. Et donc, effectivement, le film Demain a beaucoup permis d'essaimer cette méthode. Mais même bien après les retombées du film, on voit qu'on avait encore une vingtaine de groupes sans forcément qu'on ait fait quoi que ce soit pour ça. Mhm. Et l'association fait la promotion, donc tu disais, de concepts de ville nourricière. Comment est-ce que ça se Oui. traduit concrètement et politiquement parlant? C'est surtout un outil pédagogique. On a changé de la philosophie de travailler sur la résilience territoriale à une philosophie un petit peu plus douce autour de prendre soin, euh, se reconnecter à son alimentation, découvrir les bienfaits de mettre les mains dans la terre, de se relier avec d'autres, quelque chose un petit peu différent. Donc là, on est passé sur une autre étape, on va dire, de la vie du réseau. En tout cas, on a pu identifier ce changement dans la posture, où en gros, nous, on est moins sur la question de faire, enfin, en tout cas, faire territoire en tant que tel et travailler sur la résilience des capacités alimentaires du territoire, et plutôt sur faire notre part en cultivant la joie d'être ensemble, la joie de planter partout où on nous en donne l'occasion, de faire des liens avec ses voisins, de faire des liens avec les partenaires. Donc voilà, c'est plutôt un acte des petits pas de chacun, quoi. D'accord. Et vous êtes en lien justement avec les collectivités locales pour essayer de mettre en place des choses ensemble? Oui, oui, oui. Alors, souvent, la réussite d'une initiative, alors, il y a, je disais, il y a une vingtaine d'initiatives chaque année qui se créent, mais Mhm. souvent, la réussite de ces initiatives dans le temps va se matérialiser dans une relation partenariale avec des partenaires forts. Alors, ça peut être la collectivité, évidemment, notamment quand on a beaucoup de demandes d'écoles qui souhaitent mettre en place des jardins pédagogiques.
Et donc là, souvent, ça passe par les mairies, que ce soit pour mettre à disposition des terrains plus que des petites jardinières avec des permis de végétaliser. Euh, mais en tout cas, voilà, ça va donner une ampleur beaucoup plus forte, un soutien, sachant que certaines initiatives ont besoin d'un petit coup de main des fois sur leurs moyens techniques pour arroser, pour avoir quelques petits moyens en tout cas pour pouvoir entretenir des grands espaces. Et donc, ce partenariat avec les communes, évidemment, il est nécessaire si on a envie de passer à l'étape du dessus. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut être aussi des établissements privés. Par exemple, on a eu pendant un moment des EHPAD qui avaient le souhait effectivement de sensibiliser leurs usagers. Mhm. Donc du coup, ça, c'était vraiment aussi une possibilité de montrer qu'il y a des savoirs anciens, se reconnecter aussi à quelque chose d'agréable pour eux, c'est faire du lien avec leur famille, faire du lien avec l'extérieur de l'EHPAD. Et donc, ça peut être aussi avec des établissements privés, on voit que ça peut aussi créer des dynamiques et puis être aussi pérenne parce que derrière, il y a aussi quelques petits moyens, enfin voilà, il y a des forces vives pour entretenir et puis faire en sorte que les bacs plantés ou les potagers soient entretenus. Mhm. Et puis pour moi, il y a aussi une démarche d'amélioration de la santé collective dans ce projet. Est-ce que vous êtes en lien, par exemple, avec des médecins ou des naturopathes ou des herboristes ou autres? Ah ouais. Bah, souvent, effectivement, dans les différentes initiatives incroyables comestibles, il y a souvent, enfin, on va beaucoup mettre en avant l'alimentation saine et durable avec, je sais que dans certains collectifs, c'est même carrément des parcours autour de l'alimentation uniquement, donc avec plusieurs volets, on pourra en reparler. Mais en tout cas, et dedans, il y a des ateliers autour du bien manger, de manger vrai, de manger un peu plus végétal, de manger varié, de manger de saison. Voilà. Donc il y a plein d'étapes hein, dans ces parcours. Aujourd'hui, on travaille un petit peu plus sur des parcours, on va dire plus ou moins, je sais pas comment on peut appeler ça, mais sur du long cours, c'est-à-dire sur 2, 3 mois, pour faire évoluer les pratiques, apprendre à se nourrir différemment, plutôt que sur des événements de sensibilisation. On va dire une fois ou ponctuelle, où là, effectivement, on a moins de facilité à voir que ça a un réel impact dans la vie des personnes. Donc, effectivement, ce qu'on appelle les parcours, qui va s'amener à réfléchir, à identifier déjà nos pratiques actuelles, et puis voir qu'il y a plein de choses qu'on découvre et qui sont très agréables, et le faire en équipe avec d'autres, ça aide effectivement à avoir voilà, cette envie de mieux se nourrir et puis de partager autour de soi tous ces apprentissages. Et j'imagine que vous allez dans les écoles aussi. Oui, oui, oui. Il y a pas mal d'écoles, effectivement, qui nous félicitent, ou alors des parents d'élèves qui ont envie, effectivement, de, de transmettre, on va dire, ou en tout cas de faire le lien, parce que bon, aujourd'hui, c'est la base de tout. Or, des fois, quand on lit les, euh, les priorités sur le plan national, en fait, on se demande où sont passés les agriculteurs, les paysans, dans ces priorités-là. Donc, quand même, Mm. aujourd'hui, si on... Voilà, c'est le socle, et donc... de partir du principe qu'on pourra toujours exporter ou importer notre nourriture n'a pas de sens. Donc voilà, vraiment, c'est le côté de se dire bah, comment, à une échelle toute petite, à l'échelle de notre quotidien, on arrive à insuffler dès le plus jeune âge des pratiques qui sont vertueuses, de la curiosité, de connaître les variétés, de connaître comment ça pousse, de voir que c'est pas si facile, et donc du coup de valoriser encore plus ces métiers des personnes qui nous nourrissent. Bah, c'est vrai que voilà, c'est ça que permet cette association, enfin en tout cas ce mouvement, parce que c'est pas une association, c'est un mouvement. Groupe, Mm. je sais pas, peut-être aujourd'hui 400 groupes locaux en France. On a du mal à identifier exactement combien, parce que comme je disais, c'est très organique, il y en a qui se créent, il y en a d'autres qui s'arrêtent, et c'est très très difficile de savoir exactement combien on est. Mm. Et alors, est-ce que ton rêve, c'est plutôt qu'il y ait de la nourriture à disposition de tout le monde, par exemple des arbres fruitiers en ville partout, ou bien inciter chacun à cultiver ses propres plantes nourricières chez soi, ou les deux? Oui, alors, moi, en fait, j'ai envie de dire presque ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, le mix des deux, c'est que c'est encore plus joyeux de récolter ensemble, de faire ensemble, d'apprendre à tailler ses arbres avec d'autres,
avec. Voilà, le faire ensemble, en fait, il est là. Surtout à l'heure où aujourd'hui on entend beaucoup de crispation de la société, où, voilà, on va un peu polariser, je suis de ci, je suis de ça. Là, en fait, on se regroupe et on n'a pas de bord particulier. On est tous regroupés autour de quelque chose qu'on fait tous au moins une fois par jour, c'est-à-dire manger. Et donc, effectivement, ça met du commun, en fait. Et donc, faire tout seul chez soi, bah, c'est très bien aussi, hein. Nous, on est très favorable à ce que les gens apprennent à cultiver par eux-mêmes et puis après partagent cette expérience. Qu'il y ait des vergers partout, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir les entretenir. Et puis, ce qui nous est important, c'est vraiment ce lien. Ce qui fait qu'ensemble, on peut lisser, on va dire, peut-être des désaccords qu'on pourrait avoir sur d'autres choses, et qu'on se met tous d'accord sur une chose, c'est que bien manger, bah, c'est un peu la base d'une vie digne. Mm. Et est-ce que tu penses que c'est réplicable un peu partout, plutôt dans les petites villes et villages ou également dans les grandes villes comme Paris? Ah oui, bah Paris aussi, il y a plein d'initiatives après, que ce soit Incroyable Comestible ou d'autres, hein, mais oui, il y a Mm. beaucoup de choses autour de l'agriculture urbaine dans les grandes villes. Il y a des belles associations qui promeuvent beaucoup tout ça. Paris a beaucoup contribué avec les pariculteurs. Et puis, voilà, la sauge, les 48 heures de l'agriculture urbaine, des choses comme ça. Donc, sur les grandes villes, ça, effectivement, c'est plutôt né un peu de ces villes. Et après, sur les villages, bah, on a aussi plein d'initiatives incroyables comme ici qui sont aussi sur des petits formats, enfin, des formats petites villes en périphérie, sur des espaces délaissés, et même dans des fermes également, puisque, bah, d'ailleurs, hein, la ferme de Dolan en fait partie. C'est comment finalement on reconnecte les personnes à leur alimentation et on met en lien avec les personnes qui nous nourrissent, dont c'est l'activité économique, en tout cas dont c'est le métier. Et ces liens, ils aident aussi à renforcer. Enfin, c'est un des troisièmes piliers, on va dire, d'incroyable comestible. C'est assez difficile quand même de se nourrir en suffisance avec ces surfaces-là, mais on se rend compte aussi de l'intérêt de faire des liens avec ceux qui nous nourrissent, qui eux, bah, du coup, sont plus efficients et en tout cas vont vraiment avoir cet objectif de nourrir des familles. Mm. Et dans tout ce qu'on a dit dans ce cadre-là, est-ce que le réchauffement climatique t'inquiète? Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir continuer à faire pousser notre nourriture comme aujourd'hui? Alors moi, je suis plutôt une tendance optimiste. Donc du coup, je ne sais pas si c'est très... Oui, bien sûr, je pense que on va réussir. Enfin, l'humain est assez intelligent pour savoir rééquilibrer son alimentation avec des choses différentes. Je veux dire, on a maintenant toute une littérature autour du bien manger, et de changer un petit peu sa façon de se nourrir. Je dis bien un petit peu parce que c'est pas, voilà, c'est à chacun de là où il est, d'un moment à un autre, savoir qu'il y a une impulsion et qu'il a envie effectivement d'aller vers ça, hein. Il n'y a pas difficile d'imposer ça, mais en tout cas, ça va permettre effectivement d'adapter d'une certaine façon notre agriculture, nos paysages à ce réchauffement climatique et puis surtout nos assiettes. C'est-à-dire, à partir du moment où on saura un petit peu mieux bah, composer cette assiette pour qu'elle soit respectueuse du vivant et puis de nos conditions sur Terre, je pense qu'on aura réussi effectivement ce pari de savoir s'adapter au réchauffement climatique. Mhm. Alors, on approche de la fin de notre entretien. Si on a envie de participer à tout ça, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, du coup, il y a une cartographie alors qui est pas qu'on a remis en ligne, mais où en gros, bah, soit on prend contact avec l'association Incroyable Comestible France, ou un Incroyable Comestible à côté de chez vous, si vous en avez un. Et donc, et puis à partir de là, on va voir, on participe à un premier atelier ou à une ouverture, à une porte ouverte d'une ferme. Et, euh, et puis, on voit si ça match, parce qu'en fait, c'est des questions d'humain, c'est des questions voilà, de, de- d'adéquation, de se sentir bien, au milieu de ces personnes qui cheminent. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, bah, faut aller à la rencontre et puis
puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et on n'a pas besoin d'être jardinier, hein. Dans une association qui promet le bien manger, on peut avoir d'autres qualités. Voilà, peu importe hein, que vous soyez des personnes qui aiment tout simplement bien manger et puis qui s'intéressent à ça, ou des personnes qui aiment cuisiner, ou d'autres personnes qui aiment mettre de la dans ces moments de partage ou mettre les mains dans la terre. Je veux dire, chacun apporte ce qu'il a apporté en tout cas, ce qu'il a à contribuer de là où il se situe. Trop bien, ok. Donc pas besoin d'avoir la main verte pour s'impliquer dans l'association. Non. Bon, et toi, à titre personnel, quels sont tes projets? Ouais, alors moi, mes projets, en ce moment, je suis en campagne municipale pour défendre la régénération de notre vie qui s'éteint. Voilà, du coup, on est assez inquiet parce que beaucoup de familles qui partent d'Arzon du fait de logements inaccessibles et plein de sujets autour, c'est-à-dire comment on continue à avoir une économie pérenne, à soutenir nos agriculteurs, avec toute la question de la spéculation sur les terres. Et puis voilà, ces difficultés que peuvent rencontrer certaines entreprises quand on a une activité qui est très saisonnière. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé là de m'engager dans les municipales, en tout cas, et de porter une liste qui s'appelle Argent Vivant pour défendre bah, voilà, tout ça à quoi je crois. Et c'est d'abord l'attention aux autres et le vivre ensemble. Ok, trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Lydie, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Mhm. Je mettrai en descriptif de l'épisode le lien vers le site des incroyables comestibles pour les gens qui seraient intéressés. Et Mhm. puis voilà, bah, je te dis à bientôt et prends bien soin de toi. Merci, Anthony. À bientôt. Petite pause rapide pour vous rappeler que mon essai Voyage interrompu, confidence d'un pilote de ligne éco-anxieux est toujours disponible en librairie. J'y raconte la magie du métier de pilote, vue de l'intérieur, ainsi que les nombreuses prises de conscience écologiques qui m'ont amené à le quitter pour devenir naturopathe. Je mets également un lien en descriptif de l'épisode pour le commander. Les droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à Médecins sans frontières. Je viendrai d'ailleurs à votre rencontre à travers la France pendant toute l'année 2026, lors de rencontres débats sur le changement de cap professionnel et sur l'avenir de l'aérien. Contactez-moi si vous souhaitez organiser une rencontre dans votre association, école, tiers-lieu, entreprise ou librairie. Et maintenant, retour à l'épisode. Bonjour Marie-Aude, Bonjour. bienvenue sur le podcast La santé par nature. Alors tout d'abord, est-ce que tu auras envie de te présenter succinctement ainsi que le projet de la ferme de Dolan qui se trouve à Séné à côté de Vannes? Ouais, carrément. Donc moi, c'est Marie-Aude, je suis originaire de Lille et j'ai 37 ans, j'ai trois enfants et on a bougé il y a 3 ans avec mon mari à Séné, euh, avec un petit projet derrière la tête de créer un lieu d'expérimentation, de tester des choses par rapport aux évolutions climatiques. Et du coup, voilà, donc on a atterri ici avec notre famille dans un endroit où on avait envie de vivre et où on avait pas mal de proches de la famille. Et, euh, et on a rencontré Germain, donc il y a un monsieur qui a 78 ans et qui voulait vendre sa ferme tout en restant habité sur place. Et c'est comme ça que l'histoire du projet a démarré. Donc le projet, c'est la ferme de Dolan. Et donc la ferme de Dolan, bah, c'est un lieu qui fait 4 hectares, où il y a de la bâtisse, il y a un hangar, il y a une étable, il y a une longère qui est en rénovation. Et l'intention du projet, c'est de créer un lieu d'expérimentation pour apprendre à vivre plus sobrement. Et donc ça se traduit par 4 axes principaux qui sont l'alimentation. Donc comment on cultive, comment on produit de l'alimentation et comment on cuisine au quotidien en fonction des saisons et de ce qu'on peut avoir au jardin. Le deuxième, c'est les savoir-faire manuels, développer ou redévelopper en tout cas ces savoir-faire manuels. Ensuite, on a la partie plutôt connaissance de ce qui nous entoure, de la biodiversité, de la faune, de la flore, et comment on se connecte en fait à notre environnement. Et un des derniers points, c'est le faire ensemble, c'est le lien entre humains en fait. Voilà. Ok, trop bien. Quel est votre lien avec les incroyables comestibles?
Et du coup, on a démarré le projet à deux. Et en même temps, on avait envie que ce soit vraiment un projet associatif, sans pour autant créer une association familiale mari et femme, quoi. C'est l'idée d'avoir vraiment une dynamique collective. Et on a rencontré Lydie, donc des incroyables comestibles, et le projet était assez aligné par rapport aux valeurs de l'association. Et on s'est dit, enfin, elle nous a proposé en tout cas de faire comme une genre d'incubation, donc de pouvoir associer le projet de la ferme à ses débuts à l'association Les Incroyables Comestibles, et donc de démarrer ce projet sous un format associatif qui correspondait bien à eux ce qu'ils proposaient. Et donc voilà, donc c'est comme une incubation ou un partenariat. Donc aujourd'hui, on est le projet de la ferme de Dolan associé à l'association Incroyable Comestible. Donc voilà, c'est ça le Ok, lien. d'accord. Donc alors, en termes de culture, on va dire, qu'est-ce que vous faites pousser chez vous? Il y a deux aspects dans la culture. Il y a une partie où on a un jardin vivace. Et donc là, l'idée, c'est de dire on plante que des plantes qui se renouvellent tous les ans naturellement. Et donc, on a des légumes, des fruits, enfin, par exemple, l'artichaut, l'asperge, la poire de terre. Enfin, en fait, on expérimente aussi des variétés anciennes qui sont plus forcément connues, qui sont plus forcément consommées aujourd'hui. Après les fruits, il y a un verger. Il y a aussi des petits fruits, des framboises, des fraises. Enfin voilà, il y a pas mal de variétés. On a planté plein de choses différentes collectivement en chantier participatif. Et puis ensuite, il y a pas mal de plantes aromatiques, de fleurs comestibles. Et donc là, l'idée de ce jardin, c'est justement de pouvoir euh, produire une alimentation, se promener dans ce jardin un peu gourmand et découvrir pas mal de choses. On a notamment une plante qui a le goût de camembert, donc ça fait beaucoup rire, ou d'huîtres. Donc en général, on aime bien aussi faire découvrir aux gens. Donc il y a ce côté-là. Et ensuite, il y a une partie plutôt maraîchage. Donc maraîchage sur sol vivant, qui est un maraîchage qui est pas mécanisé, qui est très manuel, avec des planches assez étroites et où on vient faire une diversité de légumes. Là, on est en lancement officiellement de cette activité-là. On a expérimenté pas mal de choses l'année dernière. Et là, on expérimente vraiment cette activité de maraîchage qui a une particularité puisque c'est du maraîchage participatif. Et donc, on va venir vraiment faire contribuer les gens à la production agricole du lieu pour finalement aussi les rendre acteurs de leur production alimentaire, quoi. Du coup, n'importe qui peut venir travailler avec vous? C'est ça, en fait, on va ouvrir des créneaux 3 fois par semaine, donc c'est des créneaux de 3 heures. Il y a 6 places sur le créneau et toute personne qui souhaite participer s'inscrit au créneau et peut venir. Et c'est à la carte, en fait. L'idée, c'est que c'est pas engageant toutes les semaines ou quoi. Voilà, il y a 6 places, les personnes s'inscrivent et puis viennent participer et nous, on les accueille, on leur explique ce qu'il y a à faire et puis on fait ensemble, quoi. Ok, comment on fait pour s'inscrire? On lance le truc. Donc là, on est encore en choix de, de l'outil. On va faire des réunions de présentation du maraîchage participatif et à ce moment-là, ça sera communiqué. Au début, ça va être des outils type Framadate ou Doodle, enfin voilà, des outils comme ça. Et puis par la suite, on développera peut-être un site internet avec quelque chose d'un peu plus construit pour pouvoir s'inscrire. Ok. Est-ce que vous ambitionnez d'avoir le label agriculture biologique? Ouais, ouais, ça c'est ça sera dans les démarches qu'on va mettre en place. Ouais. Parce qu'en fait, actuellement, vous n'utilisez pas de pesticides, des choses comme ça, chimiques. Non, non, on n'utilise rien du Donc, tout. ça pourrait s'inscrire dans ce cadre-là, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, carrément. Ce type de maraîchage, il n'y a pas de souci pour le faire labelliser en bio. Et oui, c'est que de l'apport de matière organique, beaucoup de compost, du paillage, etc. Mais non, non, il n'y a pas de Est-ce qu'il y a des animaux d'ailleurs sur le site? Eh ben non, il n'y a pas d'animaux. Nous, c'est pas forcément notre compétence. C'est totalement ouvert parce qu'il y a des grandes pâtures et du coup, ça pourrait être le cas. Et en même temps, nous, on n'habite pas à la ferme. Donc c'est Germain qui habite à la ferme. On n'avait pas forcément envie de finalement lui faire porter cette charge aussi des animaux. Après, on s'était dit pourquoi pas des poules, quoi. Mais voilà, pour l'instant, ça démarre. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a repris la ferme et on avait rencontré pas mal de projets qui nous avaient conseillé de faire assez attention au fait de démarrer direct avec des animaux, qui était aussi
une charge et une certaine contrainte en fait sur le démarrage d'un projet où c'est déjà assez intense en termes d'activité. Puis on a 3 enfants aussi à côté, donc voilà, on a décidé de pas s'en rajouter. Et en même temps, c'est ouvert. Voilà, s'il y a des gens qui avaient envie, ça serait possible en tout cas. Hmm. Alors, je vais trahir un secret. On fait tous les deux partie d'une épicerie collaborative qui s'appelle la COP des Vénètes. J'avais Mhm. fait d'ailleurs un épisode dessus l'année dernière. Quel est votre lien avec eux? Et ben en fait, l'idée, nous on est coopérateurs du coup, donc on participe déjà à l'activité du magasin. Et notre envie quand on a réfléchi à lancer cette production et de la rendre participative, c'était de finalement sur une espèce de continuité avec ce magasin où on choisit comment on consomme, mais on produit pas encore en fait. Et du coup, on s'est dit, ben, ça pourrait être chouette de produire pour la COP des Vénètes et de faire contribuer, de permettre en tout cas aux coopérateurs qui le souhaitent de venir participer à la production des légumes qui vont être distribués à la COP. Et du coup, les coopérateurs qui, du coup, c'est 3 heures par mois de bénévolat, pourront aussi faire leurs 3 heures de bénévolat en production maraîchère à la ferme. Ok. Il y a ce Bon. lien-là, et puis après, il y a pas mal d'autres liens, hein, via les ateliers, des choses comme ça, où il y a la possibilité de faire des ateliers à la COP ou à la ferme. Enfin, on développe de plus en plus des liens avec la COP. Alors justement, on va vous organiser des événements comme des ateliers ou même des concerts. Donc, Mm. est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette partie-là, de ce que vous faites? Ouais. Ouais, il y a différents ateliers. En fait, tout dépend de ce qui émerge de la part des bénévoles et de ce que chacun a envie de proposer. L'idée, c'est de faire de l'échange de connaissances entre pairs. Et du coup, on est ouvert tous les vendredis en ce qu'on appelle ferme ouverte. Donc, c'est du chantier participatif. Donc, il y a toujours voilà, des propositions qui sont faites. Là, ça va être la taille des fraises, ça va être le montage d'une petite serre, ça va être tous les matins aussi, il y a atelier cuisine pour justement parce qu'on partage le repas tous ensemble le midi, donc on cuisine les légumes de la ferme, voilà, ce qu'il y a au moment venu. Moi, je guide un peu tout ça et puis on fait ensemble. Et là, par exemple, ce vendredi, il y a des bénévoles qui adorent tresser des paniers, et donc ils proposent un atelier tressage de paniers. La semaine dernière, on avait la réserve naturelle de Séné qui a proposé un atelier de fabrication de nichoirs. Et on essaie aussi de faire des liens avec d'autres structures, par exemple le café de l'atelier à Vannes, on a eu les jeunes de la MICEP qui sont venus. Enfin, on essaye aussi de faire croiser les publics lors de ces moments, de ces ateliers, de ces chantiers, et de créer le lien par le faire ensemble, en fait. Les ateliers, il y a ça, c'est vraiment au fil de ce que les bénévoles souhaitent proposer, c'est gratuit, les gens adhèrent juste à l'association. On fait des chantiers participatifs. Et après, il y a quelques événements, en effet, culturels sur le lieu. C'est pas toutes les semaines et c'est pas l'objectif principal du lieu. Mais ces événements-là, ils permettent de faire du lien entre les participants, enfin, voilà, de développer les liens humains et aussi de lever certaines barrières ou certains freins que des gens ne connaîtraient pas du projet et n'oseraient pas forcément venir. Et en fait, les concerts ou enfin voilà, des conférences, des événements comme ça ouvre un public plus large qu'un public qui est déjà sensibilisé en fait aux enjeux de l'écologie et qui permettent en fait d'adresser plein de gens et puis de faire connaître aussi le projet et de faire découvrir ce qu'on peut faire et de permettre aux gens de oser en fait venir à d'autres moments. D'ailleurs, moi-même, je suis venu faire une conférence sur le voyage en avion et donc je te remercie. Est-ce que vous faites des sensibilisations autour de la santé aussi, liées notamment au fait de manger correctement? Et ben, donc les ateliers de cuisine, on a l'occasion justement de discuter, de partager. Et puis, enfin, sur la ferme, on a fait le choix, même moi si je suis pas 100% végétarienne, même si je mange très peu de viande et de poisson, on a fait le choix en tout cas de cuisiner végétarien. Euh, Parce que on se rend compte que de plus en plus les gens ont envie de réduire leur consommation de produits animal et en même temps savent pas forcément quoi faire ou comment le faire. Si on enlève juste le poisson mais qu'on développe pas la variété et la richesse dans notre assiette, ça peut aussi créer des carences, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on discute. Après, moi, j'ai une connaissance de la cuisine, etc., mais je suis pas spécialisée là-dessus. En revanche, il y a des bénévoles, par exemple, il y a une personne qui est naturopathe et qui mange que cru. Donc on a eu aussi ces discussions-là
sur l'alimentation crue. Et ça peut être, en fait, une proposition qui peut être faite. Tu vois, si tu as envie de proposer des ateliers, euh, c'est carrément possible. Et ça a tout son sens de se dire comment on peut être en meilleure santé par une alimentation plus saine, plus vivante, de saison, sans produits, enfin, sans pesticides. Et la santé, pour moi, elle passe pas que par l'alimentation. Dans ces moments-là, on voit aussi que le lien entre les gens, le fait de faire ensemble, le fait d'être dehors, d'être en activité, de sortir de chez soi, de rompre l'isolement. Enfin, en fait, il y a plein d'effets à tout ça sur la santé, j'en suis convaincue, et qui sont assez euh, imperceptibles, quoi, mais en fait, qui ont un effet sur la santé des personnes, quoi. Mmh, complètement, ouais. Et puis le fait d'être à l'extérieur, d'être au contact de la nature, au contact du vivant, ça nous permet, voilà, c'est le naturopathe qui parle, mais ça permet, en tout cas c'est ce qu'on dit, de se recharger en énergie vitale et du coup de pouvoir avoir une meilleure immunité, d'être plus résistant, etc. Donc c'est tout bénéfice. Toi, enfin Rémi et toi, à titre personnel, comment est-ce que vous prenez soin de votre santé au quotidien? Est-ce qu'on prend bien soin de notre santé au quotidien? Euh, ouais, nous, ça passe plus par l'activité physique, enfin, le fait bah voilà, on se déplace tout le temps en vélo et ça nous fait du bien, le fait d'être en extérieur, de bien manger aussi. Enfin, c'est vrai que notre alimentation, elle a pas mal évolué depuis 10 ans et on sent en fait que ça fait du bien. Euh, Après, est-ce qu'on prend bien soin de notre santé? C'est difficile à dire. Moi, je vais très peu chez le médecin, je suis assez peu malade et je prends rarement des médicaments, mais j'ai la chance d'être en bonne santé et mes enfants aussi, donc voilà. Et après, on essaye de développer nos connaissances sur les plantes, mais c'est encore quelque chose qu'on a besoin de développer, quoi. On Hmm. expérimente. En fait, je dirais que là, on est assez alignés. Enfin, le projet, en fait, c'est l'idée de se dire, on crée un projet, on crée un lieu sans avoir la connaissance sur tous les sujets. On n'a pas du tout cette posture-là, mais de dire on crée un lieu d'expérimentation, on crée un lieu où les gens ils peuvent transmettre. Et ben nous, on fait partie de ceux qui apprennent aussi au quotidien sur ces sujets-là. Et donc, ouais, tu parlais du fait de bien se nourrir. Est-ce que vous avez intégré dans votre vie des pratiques dont les auditeurs et auditrices pourraient s'inspirer pour aller dans le sens de la préservation du vivant? Ouais, il y a plusieurs aspects, ouais. Nous, ça a commencé pas mal par comment on se déplace. Euh, on essaye de réduire la voiture au maximum, on prend plus l'avion. On favorise le train, même si c'est quand même cher. Là, je viens de faire un aller-retour à Lille et qu'au début, c'était 450 € pour deux. Mais voilà, on essaie de le faire, on a la possibilité de le faire, donc on fait ce choix, même si c'est pas toujours le choix le plus évident d'un point de vue économique. En tout cas, l'avion, ça a été un vrai choix et je dis pas que je le prendrai plus jamais. En tout cas, dans nos choix de vacances et enfin voilà, on oriente aussi nos choix pour pas avoir à prendre l'avion, quoi. Et on a fait le choix aussi de essayer absolument de trouver un projet qui puisse être dans la ville où on habite pour limiter nos déplacements. Et donc on peut faire pratiquement tout sur Séné. Les enfants sont à l'école à Séné et du coup dans nos déplacements on est tout le temps à vélo, à pied, en train et puis bon parfois à la voiture parce qu'on en a besoin. Donc ça c'est un des premiers points assez évidents pour nous. Un deuxième, ça a été l'alimentation, de réduire notre consommation de viande, de poisson. On l'a pas complètement supprimé parce que il y a des moments où on aime bien manger de la viande ou parce que, enfin moi j'en cuisine pas en fait, mais si je mange à l'extérieur par exemple, je vais pas refuser. Enfin voilà, ma famille, ma belle famille mange de la viande très régulièrement et du coup on fait le choix d'accepter d'en manger quand il y en a. En revanche, c'est vrai qu'on a augmenté largement la part des légumes, des légumineuses. J'ai développé pas mal de connaissances sur différentes céréales aussi qu'on consommait jamais, comme le petit épeautre, le sarrasin, le quinoa. Enfin, en fait, c'est vrai que par le fait de commencer à cuisiner végétarien, j'ai dû chercher euh, des, des idées, des alternatives, et je me suis aussi formée pendant un mois sur des techniques de cuisine végétarienne pour développer ces compétences-là. Donc il y a ça, il y a le fait en effet de moins voyager, enfin, d'essayer de vivre plus sobrement, quoi. Dans la façon aussi de rénover les bâtiments,
Il y a aussi le fait d'acheter beaucoup de choses en seconde main. On achète très peu de neuf. D'ailleurs, on s'est fait une année, un moment, il y a quelques années, challenge rien de neuf pendant un an. Et c'était assez rigolo parce que, en fait, c'était déjà aligné par rapport à nos habitudes, mais ça nous a permis de transmettre aussi des messages à nos familles pour dire, voilà, c'est un choix, aidez-nous à remplir ce challenge et à acheter rien de neuf cette année-là. Et du coup, c'était assez rigolo aussi ça comme challenge. Et comment est-ce qu'elles ont réagi, vos familles? Et ben, je trouve que par rapport au fait que tous les ans on disait ben privilégier seconde main, etc. Et en fait, c'est pas forcément évident, hein. Enfin, quand t'es pas habitué, donc on essaye d'envoyer les liens, le bon coin, les machins, mais voilà, c'est pas. Et le fait de faire ça en mode challenge, et ben du coup c'était presque comme un jeu, et donc il y a eu plus d'efforts cette année-là de fait parce qu'il y avait ça. Et c'est resté à certains endroits, et il y a des endroits où c'est revenu en arrière, et voilà, et c'est OK, en fait. Enfin, c'est aussi le plaisir d'offrir et parfois la simplicité d'acheter du neuf. Et donc, on accepte, on juge pas, en fait, ça. Mais nous, en tout cas, dans nos habitudes, on achète tout en neuf. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que nos enfants, la dernière fois, on les entendait discuter avec d'autres et comparer les marques, etc. Puis j'ai entendu mon deuxième qui disait ah, bah, moi, c'est Emmaüs. Comme si c'était une marque hyper connue. C'était très rigolo. Ah, c'est gagné, là. Ouais, c'est ça, c'est qu'on essaye de transmettre sans forcément contraindre. Enfin, je veux dire, si nos enfants, enfin, c'est nos choix en fait, et parfois nos enfants n'ont pas envie de faire du vélo, et on essaye aussi d'équilibrer les choses et de pas de leur imposer tout le temps nos choix, même si on sait bien pourquoi on les fait et que parfois c'est un peu à contre-cœur de faire autrement. Génial. Alors, on arrive tout doucement à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui te tient à cœur et que tu aurais envie d'aborder? Ouais, non, il y a un aspect sur le maraîchage qu'on n'a pas abordé et qui est important à nos yeux. Euh, donc on invite les gens à venir faire des créneaux de maraîchage, et on avait envie qu'ils puissent recevoir aussi et que ce soit pas que du don. Et donc on a décidé de mettre en place un genre de crédit légumes où les gens, en fait, quand ils viennent participer au maraîchage, ils déclenchent des crédits légumes qui peuvent soit utiliser pour payer moins cher leurs légumes ou les avoir gratuits, soit en fait on a compris que les motivations des gens qui participaient, c'était pas forcément d'avoir les légumes gratuits ou moins chers, et qu'il y avait plein d'autres leviers de motivation à venir faire du maraîchage, comme mettre les mains dans la terre, être avec d'autres, développer des connaissances, euh, et avoir la satisfaction finalement de produire une alimentation. Et du coup, on propose aussi un système solidaire où on peut suspendre ces crédits légumes et qui seront au bénéfice de personnes en précarité, ou ou pouvoir l'injecter aussi dans l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est en train d'être développée notamment avec la COP des Vénètes. Et du coup, ben, on a aussi envie, nous, à notre façon, d'essayer de contribuer à ce que l'alimentation saine et durable, ce soit pas quelque chose uniquement pour les gens qui en ont les moyens, mais que ça puisse vraiment être accessible à tous. Et comme tu le dis, l'alimentation, c'est aussi un gage de santé. Et ben, on est conscient que c'est pas forcément accessible à tous. Et donc, on a vraiment envie que ça puisse bénéficier à tous, et que voilà, des personnes qui seraient bénéficiaires de ces crédits légumes, entre guillemets, ben, elles puissent peu à peu découvrir la ferme et puis venir aussi contribuer et développer des connaissances, que ça soit sur la production alimentaire, sur la cuisine et autres, en fait. Si on a envie de participer à l'aventure, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Est-ce qu'il faut adhérer pour profiter de ce que vous proposez? Comment on fait pour savoir au courant des Ouais, en activités? fait, ce qu'on demande pour toute personne qui veut participer à un atelier, à un chantier, à un événement sur la ferme, c'est d'adhérer à l'association. Donc aujourd'hui, l'association des incroyables comestibles, mais c'est le projet de la ferme de Dolan sur les incroyables comestibles. Donc c'est quand même une adhésion spécifique. C'est une adhésion à prix libre, hein, donc il n'y a pas de contraintes financières derrière ça, c'est plus des contraintes assurantielles en fait. Et pour nous suivre, du coup, en fait, aujourd'hui, on a fait le choix, ça c'est aussi un choix de sobriété, d'avoir peu de façons de communiquer. Et donc, on a un groupe WhatsApp de la ferme, qui est une communauté WhatsApp. Et donc, toute personne qui souhaite rejoindre peut nous contacter, et puis on envoie le lien, et puis les gens rejoignent. On a aussi une page Facebook où on communique plutôt les grands événements publics, etc. Mais du coup, pour des personnes qui nous écouteraient et qui voudraient rentrer en contact avec nous, vous pouvez aussi nous contacter par mail, donc sur l'adresse mail ferme de Dolan, donc DOLAN, @gmail.com. Ok, ben je mettrai de toute façon les liens D'accord, ok, ça marche. dans les commentaires de l'épisode.
Juste une question subsidiaire. Si on a envie de venir vous aider dans les champs, est-ce qu'il faut venir avec des bottes ou comment est-ce qu'on s'habille? Ouais, oui, des bottes, c'est bien. Non, non, oui, des habits qui craignent pas ni le sale, ni l'humidité. Enfin voilà, après en fonction du temps, ça varie pas mal, mais oui, oui, il vaut mieux éviter les petites baskets blanches. Après, des fois, on a quelques bottes en réserve pour les personnes qui n'ont pas prévu, mais les bottes, c'est juste indispensable. Ok. Et sinon, bah, est-ce qu'il y a des projets pour la ferme de Dolan dont tu n'as pas parlé? Bah, il y aura à terme un projet aussi de forêt-jardin, et c'est à moyen terme parce qu'il y a déjà beaucoup d'efforts là à faire sur le lancement du maraîchage. Donc là, sur cette saison, en tout cas printemps-été, c'est vraiment assez focus là-dessus. Après, il va y avoir tout un programme cet été. Il va se passer pas mal de choses à la ferme. On ouvre aussi des camps, adultes, enfants, famille. On peut venir seul ou à plusieurs. Et c'est des camps nature où on est le matin en chantier participatif, l'après-midi on s'auto-organise sur des ateliers, des activités. Enfin voilà, c'est très familial, on cuisine ensemble. Donc il y a ça. Il y a l'Alter-Tour aussi qui va passer à la ferme. Et donc c'est un tour en vélo de Alternativa, donc qui va se stopper. Enfin, il se passe pas mal de choses cet été. Il va y avoir un concert de musique classique. Voilà. Et après, si dans les projets à moyen terme, il y a la rénovation de la longère, qui va être un gros projet, et on prend bien le temps de le réfléchir parce que l'idée de ce bâtiment-là, c'est vraiment de rentrer dans le cœur de ce qu'on appelle la low-tech, qui est une philosophie, mais aussi des techniques qui permettent de rénover, de fabriquer le plus sobrement possible, beaucoup à base de récup, et qui vont être des systèmes qui vont être très économes en eau, en énergie. Et donc nous, ce bâtiment-là, on a vraiment envie d'en faire un lieu d'expérimentation de ces techniques-là. Et donc ça va être vraiment... là, on est vraiment en train de réfléchir plutôt l'agencement de ce bâtiment-là, et c'est un bâtiment qui aura à destination de la vie associative et du gîte à l'étage pour faire de l'immersion à la ferme. Et donc ça, c'est un projet qui est assez structurant quand même dans le cadre du développement de la ferme de Dolan. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Marie-Aude, et bravo pour tout ce que vous faites parce que c'est vraiment chouette. Bah, merci à toi. J'invite tout le monde à aller voir ce qui se passe là-bas. Et puis je mettrai donc en descriptif de l'épisode le lien vers le site de la ferme de Dolan. Alors il y a une page Facebook, c'est ça Ouais, c'est ça, on n'a pas de site internet. Ouais, okay. On a une page Facebook par laquelle on peut rentrer en contact avec nous. Après, je te transmettrai mon mail et mon numéro de téléphone. Ouais, bah, je mettrai ça aussi. Ok, ça marche. Et bah écoute, il me reste plus qu'à te dire à bientôt et surtout, prends bien soin de toi. Merci, toi aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Je réalise ce podcast sans utiliser d'intelligence artificielle générative. Alors si vous l'avez trouvé intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant des étoiles sur votre appli d'écoute et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Comme je ne suis pas médecin, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. Voilà, rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.